Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous avons l'honneur de recevoir une femme militante dans le cadre de nos émissions. Bonjour Sandrine Toussé. Alias Faniwa. Faniwa, voilà. Et nous avons la chance en Martinique d'avoir des combattantes. C'est une particularité de notre peuple. Et nous devons les connaître. On envoie d'ailleurs un grand salut à Anicia Béoton, la combattante du drapeau rouge-vert-noir, mais de toutes les luttes martiniquaises, et puis toutes les autres qu'on va citer en cours d'émission. Mais nous allons découvrir ça. Sandrine, bonjour. Bonjour, Faniwa. Faniwa. On a l'impression que les gens qui se battent pour le peuple martiniquais, c'est des gens au-dessus de 60 ans, qui sont nostalgiques d'idées dépassées sur la décolonisation. Et tu es une représentante de cette jeunesse, de ces jeunes femmes, qu'on voit pratiquement sur tous les barrages. En effet. Depuis quand milites-tu? Alors moi, jusqu'en 2009, j'étais une personne bien intégrée dans le système colonial français. Donc je travaillais, je payais mes dettes, voilà, tranquille, le charme. Jusqu'au moment où je travaillais dans une imprimerie, à la rue Toussaint-Louverture. Mais je ne connaissais pas Toussaint-Louverture, je ne connaissais pas la dimension du nom que portait cette rue-là à l'époque. Puisque bon, j'étais à l'école française. Qui ne nous enseigne pas, nous héros. Voilà. Mais je n'étais pas consciente de ça. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir... Alors, mais 2009, donc, a été une révélation. Oui, mais pas, c'est pas avec le K5F, en fait, en réalité. C'est parce que ce qui a été vraiment la révélation, c'est au moment où mes patrons, c'était la famille Simon de l'imprimerie, ils nous ont envoyé un fax pour nous dire que l'entreprise ferme, qu'ils n'ont pas les moyens de payer les salaires et d'aller au fond de je ne sais pas quoi, aller réclamer nos salaires. Et donc là, des syndicalistes sont venus nous soutenir, ça c'était en 2002, nous soutenir. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, Malcolm, il a 16 ans aujourd'hui. Et puis, donc, et c'est là que j'ai suivi le mouvement syndicaliste, c'est-à-dire défendre nos droits. Parce qu'effectivement, l'entreprise fonctionnait très très bien. Moi qui tenais la caisse, je savais ce qui rentrait, ce qui sortait, j'étais à l'accueil. Et je ne comprenais pas comment les Simon disaient qu'ils ne pouvaient pas payer un salaire. Et donc les autres aussi. Donc on était 9 femmes en tout, 6 femmes au Marais et 3, en fait 2. Après, il y a une qui nous rejoint pour la Fort-de-France. À Fort-de-France, et puis on a dit on va se laisser faire. Et on a dormi, on a campé dans l'entreprise et on a fait fonctionner. On est passé au tribunal avec Maître Bess qui tenait finalement les finances de l'entreprise. Et les patrons ont été accusés pour abus de biens sociaux et vol. Et finalement, donc, les employés ont repris l'entreprise. Et c'est là qu'en fait que j'ai eu un petit titre. Ouais. Alors, précision, K5F, les gens connaissent plus collectif du 5 février, parce que K5F, c'est venu après les gens. Le collectif du 5 février. Voilà, le collectif du 5 février. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, l'instinct de classe, de défendre les travailleurs, de défendre les droits, qui t'amène au militantisme. Oui, d'ailleurs, je ne savais même pas c'était quoi les syndicats. J'ai appris tout ça en 2002. Parce que moi, j'étais bien rentrée dans le système, bien droite dans mes affaires. Ce qui nous enseigne à nous militants, qu'il nous faut être très humble en jugeant le reste de la population. Parce que nous avons un déclic, mais auparavant, nous n'étions pas réactionnaires, méchants, égoïstes, et pourtant, nous n'avions pas un regard éveillé sur la société. C'est lié à quoi, d'après toi? Le fait que la majeure partie des gens n'aient pas une compréhension. Tu disais, par exemple, Toussaint-Louverture. Comment expliquer que les gens qui souffrent tant, qui subissent des injustices, ne soient pas conscients des causes?
c'est l'histoire, la connaissance, l'enseignement. En fait, voilà, c'est mon ignorance qui fait que j'étais dans... Oui, mais c'est pas parce que tu es... Et je réussissais ma vie. Oui, mais c'est pas parce que tu ne voulais pas connaître. Cette ignorance, d'où venait-elle? Non, c'est parce qu'on ne me l'apprenait pas. Voilà, c'est ça. On ne me l'apprenait pas. Je lisais beaucoup de livres, mon père me faisait lire beaucoup de livres. En fait, il avait une bibliothèque et je me servais. Et en fait, et je lisais aussi au CDI, tout ça, etc. Mais mes livres, c'était quoi? C'était des romans, des livres en fait roses, tout ça, etc. Des romans de roses. Voilà, de roses, bon, le truc, quoi. Le petit Nicolas, tout ça, etc. Ouais. Mais c'était pas de... Non, en fait, le système ne veut pas que les gens connaissent leur réalité, leur culture, leur histoire. Voilà. Mon père lisait Victor Hugo, mon père lisait voilà. Toutes ces œuvres qui viennent de l'étranger. Voltaire, Molière, donc mon père a toute une bibliothèque de ce type. Et c'est ce que j'avais comme lecture. Et lorsque j'étais en première scientifique avec Annie Raffron, je devais faire un exposé sur la littérature antillaise. Et puis, bon, je me suis mise à lire des livres, mais de chez nous. Donc, les auteurs de chez nous. Alors, Raphaël Confiant, Chamoiseau, Aimé Césaire et tout. Mais Aimé Césaire, j'avais du mal à comprendre quand même. Mais voilà. Et puis, c'est là que j'ai quand même pris le goût de la littérature de chez nous. Et puis, c'est là que j'ai découvert le doudouisme, la négritude, l'antillanité, la créolité, et etc. Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai mangé des livres, mangé. Et c'était des histoires du passé, des histoires gentilles, quoi. Donc là, c'est quand même la construction intellectuelle qui se fabrique. Il y a l'expérience pratique de la lutte sur le front syndical, mais entre-temps, tu t'as donné à des causes beaucoup plus générales qui ne sont pas directement liées à ton intérêt professionnel. Oui, alors après cette phase de 2002, là où tout a commencé, c'est que je travaillais dans une radio pendant une année. Et dans cette radio-là, on avait invité Pascal Tourbillon de la Sopamar. De la Sopamar, oui. Et lorsque j'entendais tout ce qui se faisait, la réalité de la Martinique au niveau écologique, ça m'a pris là. Ça m'a pris là. Et puis en janvier, il y a un journal qui est apparu qui demandait, la Sopamar qui demandait s'il y a des jeunes qui peuvent venir les aider, les soutenir. Et lorsque j'ai lu cet article-là, je me suis souvenue de Pascal Tourbillon et c'est là que j'ai dit j'y vais. Salut Pascal. C'est là que je suis vraiment rentrée sur le terrain, c'est avec la Sopamar. Alors, il y a des gens qui rentrent sur le terrain pour signer des pétitions, faire des déclarations, et puis il y a des gens qui rentrent sur le terrain plein de convictions qui militent. En entrant dans l'émission, je disais qu'on te voyait sur les bagages, et ce qui frappe dans les combats de la Sopamar depuis toutes ces années, j'allais dire une dizaine d'années, un peu plus. Beaucoup plus, c'est 37 ans, 38 ans. Non, mais là je parle des combats où on voit ces jeunes femmes, ces jeunes, parce que souvent on dit que les jeunes ne sont pas mobilisés, etc. Mais dans tous ces combats écologiques, on voyait beaucoup de jeunes, mais on voyait surtout des femmes, on a parlé d'Amicia tout à l'heure, et qui vraiment sont au front et qui défient les forces de l'ordre. Alors, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, moi je dis, c'est nous qui faisons la cuisine, c'est nous qui faisons le repas, c'est nous qui donnons à manger à nos enfants. On ne peut pas les empoisonner. On ne peut pas empoisonner ses propres enfants, on ne peut pas empoisonner son mari, on ne peut pas s'empoisonner nous-mêmes. Donc ça commence dans l'assiette. Et on se dit que si on ne protège pas nos terres, eh bien, on ne peut pas. On va à notre propre suicide. Je comprends bien, mais quand il y a une flopée de gendarmes casqués, bottés, armés, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que justement, il y a un homme qui a fait des yeux, où les gendarmes ont tiré petit à petit, et puis au cas où tu as mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te pousse à être au front comme ça? Je n'ai pas peur. C'est une cause qui est juste.
je n'ai pas peur, bien au contraire. Ces gendarmes-là qui sont en face, les policiers qui sont en face, eh bien, on discute avec eux, puisqu'on leur dit bien qu'on fait ça pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vous-même. Donc, non, c'est pour eux qu'on le fait, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pour les Martiniquais. Moi, sans scrupule, on a fait par exemple avec la Sopamar il y a peut-être 2 ans de cela, 2016, concernant Albioma. Et ben, je me suis enchaînée sur la barrière pour empêcher au camion de sortir du port de Fort-de-France qui emmenait les machines à Trinité. Non, c'est sans peur. Les camions sont énormes, les policiers sont armés. Là, on oublie qu'on est tout petit, on se sent géant. Non, on n'est pas petit, puisque en fait, en réalité, non, c'est une cause juste. Et puis, j'espère, en fait, lorsqu'on est sur le terrain, non. Alors, il y a une question qui me vient. Dans toutes ces manifestations-là, on te voit souvent accompagné de tous tes enfants. Est-ce que, quel sens ça a que tu tiennes à les emmener dans ces combats-là? Alors, pas tous. Alors, lorsque je sens qu'ils risquent d'avoir des dangers pour eux, je ne les emmène pas. Aujourd'hui, depuis, comme ils sont grands maintenant, en fait, 16 ans, 14 ans, 13 ans, bientôt la dernière qui aura 11 ans. Donc, aujourd'hui, je leur dis, est-ce que vous voulez? Il va y avoir telle chose, est-ce que vous vouliez? Ils risquent de. Voilà. Et puis, ils me disent oui, ils me disent non. Donc, mes filles viennent avec moi, en général. Voilà, mes filles viennent avec moi. Donc, avant, bon, c'est lorsque je sentais qu'il peut y avoir des affrontements. C'est ça, quand même, on reste la maman qui pense à eux, oui, voilà. À leur sécurité. Donc, voilà. Alors, mais je reste sur les enfants, parce que là aussi, tu es une militante de rupture, parce que tu as subi le formatage de l'enseignement colonial, tu as refusé, tu as envoyé tes enfants en classe et tu sentais que ça n'allait pas, tu as pris des décisions radicales. Parle-nous un peu de ce rapport-là. Oui, alors c'est en 2016. Alors ça faisait un moment que je voulais les faire sortir de l'école publique, parce qu'ils sont en souffrance. Ils sont pendant 7 heures de temps, minimum, entre 4 murs, devant des enseignants. Pendant 7 heures de temps. Lorsqu'ils retournent à la maison, il y a des activités extrascolaires, mais lorsqu'ils retournent à la maison, je me retrouve à refaire tout le cours. Donc bon, j'ai 5. Ma fille aînée, elle était au lycée, donc elle était plutôt autonome, mais les 4 là. Donc 2 étaient au collège, 2 étaient au primaire, et je suis en train de refaire les cours pour les 2 qui sont au collège. En permanence, les cours, mais pas le français. C'est-à-dire déconstruire les faux messages qui sont donnés par l'éducation colonialiste. Voilà. Et par exemple, ma fille vient, Christophe Colomb a découvert la Martinique. Donc, toujours en train de repasser derrière, toujours en train de repasser. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Et eux-mêmes, ils sont en souffrance parce qu'il y a un qui croyait qu'il était nul, mais il n'était pas nul du tout. C'est que l'enseignement n'est pas adapté, la méthode n'est pas adaptée parce qu'ils utilisent la même méthode pour tout le monde. La méthode syllabique pour la lecture, etc. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est l'enfant qui doit s'adapter à l'enseignement. Or, normalement, c'est l'enseignement qui doit s'adapter à l'enfant, parce qu'on n'est pas tous égaux devant l'enseignement. On n'apprend pas tous de la même manière. Donc, lorsque j'ai vu que mes enfants, surtout mes garçons, ont été quelque peu en souffrance, mes filles que je mettais un peu de côté parce qu'elles, ça allait très très bien, elles suivaient très bien, sauf ma fille en histoire où on lui faisait apprendre le cours par cœur dans le livre. Bref. Et donc j'ai dit non, mais j'avais peur. C'est pour ça que je n'ai pas fait tout de suite. Parce que je me suis dit, pour me retrouver 365 jours sur 365 avec eux, je n'ai pas cette patience-là. Donc j'ai pris du temps avant de les faire sortir. Mais lorsque j'ai vu que mes garçons étaient vraiment en souffrance en 2016, j'ai dit non, c'est fini, je les enlève. Et j'avais fait en décembre 2015, ma fille, ma petite dernière, elle vient pour réciter une poésie sur les 12 mois de l'année. Et puis il y avait les fêtes de Noël, de tout ça, etc. Donc j'ai dit à ma fille, tu vas apprendre les mois de l'année. Et j'ai écrit sur le cahier que ma fille ne va pas apprendre cette poésie parce que l'école laïque est gratuite.
Bon, mais vous pouvez l'interroger sur les 12 mois de l'année, elle va dire les 12 mois de l'année. Mais j'ai été convoquée par la directrice, et la directrice me dit que c'est culturel. Et moi, j'ai dit que c'est pas culturel. Là, l'école est laïque. Il y a sans aucune façon, ma fille nous dessinera des sapins, des trucs comme ça. Donc, plus j'avance, après, bon, j'ai eu les services sociaux sur mon dos, par rapport au fait que je m'oppose à l'enseignement de l'enseignante. Bon, ils sont allés trouver mon enfant a des taches sur le lait, ils sont allés trouver des petits trucs encore supplémentaires pour me faire un peu la petite guéguerre. Donc moi je ne suis pas... Et autrement, l'enfant ne mange pas le matin, je dis non, le petit déjeuner là, ça ne lui plaît pas, bon, ben, je ne vais pas forcer l'enfant. Il y a des fruits, il y a des goyaves, ils peuvent manger les fruits et les goyaves si le petit déjeuner ne leur convient pas. Donc on en est arrivé là, donc avec les services sociaux, puis bon, j'étais... C'est bon. Donc, décision radicale. Voilà. Mais il semble que tu ne sois pas seul, d'autres parents suivent cette démarche. Alors, pendant les vacances 2016, donc je cherchais un moyen avec des anciens, des retraités, des enseignants retraités, s'ils pouvaient m'aider en français, en anglais, en espagnol, parce que c'est des matières que je ne pourrais pas enseigner à mes enfants. Je peux leur enseigner les sciences de la vie de la Terre, les mathématiques, les histoires géographiques, parce que j'ai ce cursus scientifique. Et ces matières-là, je ne pouvais pas les enseigner. Donc les enseignants m'ont dit oui, ils sont d'accord, mais je n'avais pas de nouvelles. Puis un jour, il y avait une réunion de tous les panafricanistes à la CTM. Et puis j'ai entendu une dame, je filmais, j'ai toujours une caméra en main, et j'ai entendu une dame, Sarah Ouya, qui disait il faut que nous fassions nos propres écoles, que nous ayons nos écoles à nous, que nous fassions quelque chose, quoi. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. À la fin de la réunion, je l'avais la voir. Et je lui ai dit, je suis d'accord, je suis partante. Et il y a un autre parent qui est venu aussi la voir. Et puis, elle a convoqué une réunion. Donc, nous étions 5 familles. Et puis, c'est là qu'on a décidé ensemble de créer une école. Ça s'appelle la FEM École du Prêcheur. On aura l'occasion de recevoir cette équipe-là pour parler spécifiquement de l'aspect pédagogique, des difficultés. Mais donc, tu as quand même une certaine liberté pour préparer tes enfants. Il reste la question qui est posée par certains, les examens. Comment ils se déterminent par rapport aux examens officiels, aux diplômes officiels? Alors, en fait, ils passent en candidat libre. Donc, le brevet des collèges, ils peuvent le passer en candidat libre. On n'a pas de lycée. On a le primaire jusqu'au collège. Mais tous les examens, ils peuvent les passer en candidat libre sans problème. Oui. Donc, le brevet des collèges, on a une jeune fille de l'école qui a réussi. Elle a préparé ses mathématiques en éloigné. Donc, mais elle a réussi son brevet des collèges sans problème. Donc, on s'inscrit en candidat libre. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, combat écologique, combat pour l'éducation alternative, mais tu ne t'arrêtes pas là, puisqu'il y a un combat pour la mémoire, pour l'histoire, et il m'est revenu que notamment il y avait une manifestation contre la glorification de Christophe Colomb, et que tu étais à la pointe de ce combat-là. Parle-nous. Oui, alors depuis fin 2016, lorsque j'ai appris que M. Écanville, maire de la ville du Carré, a créé une place, la place, je vais dire comme lui, la place du débarquement de Christophe Colomb. Il dit bien que ce n'est pas la place de Christophe Colomb, il dit c'est la place du débarquement de Christophe Colomb. Donc la place du débarquement de Christophe Colomb. Et dans un article, il dit que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est pour ça qu'il est important de placer cette place-là, de mettre cette place-là sur sa commune. Et il a fait de sorte qu'on puisse voir cette place depuis l'avion. Lorsque l'avion va atterrir, qu'on puisse voir cette place. Depuis les bateaux, qu'on puisse voir la place du débarquement de Christophe Colomb pour attirer l'attention. Et je me suis dit quand même, en 2016, après tous les combats qu'on a menés pour les réparations, pour la mémoire, le respect de nos ancêtres, après la loi de Taubira contre le crime contre
l'humanité, l'esclavage crime contre l'humanité. Je me suis dit quand même, en 2016, il ose encore mettre un tel monument sur nos communes. Il y a Joséphine, on lui a coupé la tête. Des Istanbul qu'on n'a pas réussi, parce que c'est vraiment un molosse sur la place de Fort-de-France. Mais bon, il y a quand même des tags régulièrement, on montre, beaucoup de personnes montrent quand même qu'il y a une gêne qui soit présente. Même Victor Schœlcher, on lui coupe la tête, on le tag, chaque 22 mai il est tagué, il a à vendre. Mais lui, il met une place de Christophe Colomb. Là, ça c'était fort. Et puis avec d'autres camarades, on se dit, bon, c'est vrai qu'il exagère, que c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il dit que ça fait partie de l'histoire, il se bloque déjà, il se campe. Donc, comment on va faire? Alors, on a eu une réunion, on a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y aille, qu'on descende, qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas accepter ça. Mais moi, chaque mois, je monte au prêcheur, à l'école, à la ferme école du prêcheur. Et chaque mois, je passe devant ce monument. Une torture mentale. C'est une torture. Et un soir, je sors du prêcheur, je rentrais à la maison avec mes enfants. Et c'était trop fort. J'avais déjà dépassé le carbi. Mes enfants m'entendent. À chaque fois qu'on passe devant le monument, mes enfants m'entendent comment ça se peut, etc. Et puis, alors, je passe, et puis j'ai déjà dépassé le carbi. J'ai dit non, je ne peux pas, cette fois-ci, passer à côté et ne pas intervenir parce que c'est trop fort. C'est me mentir à moi-même. Et c'est vraiment... non, donc, j'ai fait demi-tour. Donc, j'ai dit à mes enfants, j'ai donné des indications à mes enfants. J'ai appelé Garcelle Malsa, je lui ai dit, je vais. J'ai appelé mon avocat, j'ai mis un message que je vais réaliser, le fait que je vais faire quelque chose sur la place. Et puis j'avais une bombe de peinture que j'avais réservée pour Albioma. Et ça fait un moment que la bombe de peinture est dans la voiture. Alors j'ai dit, bon, ça sera pour Christophe Colomb. Et puis donc j'ai mis la voiture en mode départ. Mes enfants, bon, alors les enfants étaient dans la voiture. Alors il y avait déjà 2 personnes qui auraient été prêtes de venir les chercher parce que je leur dis qu'on peut m'arrêter et tout, etc. Mais je leur dis avant de descendre, j'ai 90% de chance que les jeunes qui sont sur la place, parce qu'il y avait des jeunes, que les jeunes qui sont sur la place vont m'aider. Ils vont même peut-être me faire la courte échelle. Et 10% que ce soit les anciens. Et puis j'ai dit aux enfants, bon, ben, qui veut filmer? Alan m'a dit oui, il veut filmer. Donc on descend, je secoue la bombe, puis c'est là qu'une dame est sortie d'une fête qui avait la paillote. Et puis elle lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, bon, ben, je vais faire une inscription sur le panneau. Mais c'est interdit, je dis, oui, je sais, c'est interdit selon, oui, je sais. Ah, je vais appeler la police, tout ça, ça. J'ai dit, faites, il n'y a pas de souci, il y a faites. Et puis je commence à mettre blasphème. Et puis de l'autre côté, je voulais mettre respect bas. Donc j'ai eu le temps de mettre respect bas. Et puis les jeunes qui étaient sur la place sont venus vers moi et se sont farouchement opposés à moi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Je salis la commune, on va dire encore que c'est nous les jeunes qui détruisons les places. Alors, je les ai écoutés, il y en a un qui m'a piqué, mais c'était très, très violent, c'était très proche. Mon fils s'est inquiété. Et puis il dit oui, mais maman. Et puis mon grand-fils, il l'a rejoint. Mais c'était très, très violent, ils étaient très proches de moi, mais j'avais pas peur. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Parce que c'est ce que ressentent en général les personnes qui vont au front, je sais pas. Les guerriers, je sais pas. Et puis, donc ils m'ont dit, et puis alors je leur ai expliqué ce qu'a fait Christophe Colomb. Et ce qui m'a vraiment mise à baba, c'est ah, mais c'est passé, qu'à vivre en tant longtemps, l'esclavage, c'est fini. Ça m'a saisi. Ça m'a saisi, ça m'a fait mal. Je dis, mais c'est moi qui ai un problème. Non, mais est-ce que c'est foutu? Oui, mais sur le coup, ça m'a fait. Oui, je comprends bien sûr. Ça m'a fait. Et puis je dis, mais pour le moment, c'est vous qui êtes dans la cale du bateau. Parce que la place de débarquement de Christophe Colomb, c'est 2 abris avec un mât. Donc je leur ai dit, mais c'est vous finalement qui êtes encore de la cale du bateau. C'est vous qui êtes
sous pour le moment. Puis je leur ai dit de me laisser continuer. Et puis ils m'ont dit, non, 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 je dis, prenez ma photo, prenez ma plaque d'immatriculation. Comme ça, on ne va pas dire que c'est vous. Mais laissez-moi continuer. Ils ne m'ont pas laissé continuer, ils ont pris le portable. Alors là, j'ai dit, bon, là, j'ai trouvé le portable, ça, c'est pas le mien, c'est celui de mes enfants. Non, là, par contre, vous aurez le problème si vous gardez le portable. Et finalement, c'est l'ancien qui a dit aux jeunes de remettre le portable. Et puis je suis partie. Mais j'ai laissé les enfants pour le père de mes enfants. J'ai laissé les enfants parce que je ne savais pas ce qui pouvait arriver, puisque plaque d'immatriculation et tout, et je suis rentrée chez moi. Et là, je me suis dit, c'est moi le problème. C'est moi, je dis, c'est pas possible. Que le problème, c'est moi. Et puis, je suis allée sur Google et j'ai fouillé pour voir vraiment c'était moi. Et puis, je dis, non, le problème, c'est l'ignorance. Et c'est là que j'en ai compris qu'il y a vraiment un boulot. Donc, on se met en dessous de ce monument, on passe à côté. Et finalement, en faisant mes recherches sur Google, j'ai vu que lorsque les politiques font l'histoire, ça fait passer ce que ça fait. Il faut laisser l'histoire aux historiens, aux scientifiques. Oui, mais parce que tous ces jeunes-là, ils sont scolarisés. On leur dit de faire une recherche sur Google, ils voient assez bien, Christophe Colomb, etc. Mais ça, quand même, quelque part, ça nous montre la jonction qui doit être faite entre le courage militant individuel et puis la pédagogie pour que les gens assument. Oui, la pédagogie. Mais la pédagogie, c'est à l'école qu'il faut la faire. C'est dès le bas âge. Parce que l'histoire est racontée de différentes manières. L'histoire est racontée par le lion, l'histoire est racontée par la gazelle, et l'histoire peut être racontée aussi par le baobab. Et il vaut mieux que l'histoire soit racontée par le baobab, prendre une certaine distance émotionnelle pour écrire l'histoire. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est que ce sont des politiques, ce sont des personnes qui sont partisans, qui font avec les émotions qui écrivent l'histoire. Qu'est-ce que les Français ou les Allemands diraient, ou les Juifs diraient, de mettre une statue d'Hitler sur un monument en disant que ça fait partie de l'histoire? Mais c'est évident, c'est évident. Pétain, qu'est-ce que diraient les Français de voir Pétain tous les jours dans des noms de rue ou une statue, ouais, et dire que ça fait partie de l'histoire. Ouais, ouais. Au Franco. Là maintenant il y a toute une polémique sur le déplacement des restes de Franco, qui s'était fait un immense monument. Là, mais on accepter ça. Voilà. Donc voilà, tout dépend de la manière dont on raconte l'histoire. Et dans les livres, l'histoire est racontée par les colons. Elle n'est pas racontée par nous les ancêtres, des descendants de personnes mises en esclavage, ou encore tout simplement par des scientifiques bien. Alors, est-ce qu'après toutes ces expériences militantes, tu restes fidèle à tes convictions, ou bien tu baisses les bras, tu dis bon, finalement, les gens ne comprennent pas, je vais réintégrer le système gentiment, et puis ça qui fait de belle? Non, je ne peux pas réintégrer le système. Et je ne fais que me renforcer dans mes convictions, puisque alors lorsque j'ai été convoquée par les gendarmes par rapport à l'inscription que j'ai effectuée, ils m'ont dit bon, les empreintes digitales, les empreintes. J'ai refusé. Garde à vue. Mon avocat m'a défendu, disant qu'ils n'étaient pas dans leur droit. Et donc, je suis retournée après, on m'a convoqué à Ducos pour savoir pourquoi je ne veux pas prendre mes empreintes. Et pourquoi je ne veux pas reprendre mes empreintes? Parce que c'est une atteinte à la vie privée, c'est une violation de mon corps. Parce que je ne suis pas encore jugée qu'on veut déjà me mettre, prendre mes empreintes, etc. Et donc, s'accaparer de ce qui m'appartient de mon corps. Et puis après... Tu m'as demandé tout sur ton ADN maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai refusé. Ouais. Maintenant, on connaît des militants là, écologistes, on a voulu prendre leur ADN pour les fichiers. Oui, c'est un viol. C'est un, bien sûr. À force d'aller voir des conférenciers, parce que je filme beaucoup de conférences avec mes enfants, donc avec Kalala Omotunde m'a permis de voir
la première conférence que j'ai assistée, c'était en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus. Sa conférence disait la civilisation de l'Europe par l'Afrique. J'ai dit, il est tombé de... Mais d'où sort-il ça, la civilisation de l'Europe par l'Afrique? J'ai dit, bon, c'est trop fort, je vais prendre 30 €, je vais aller dans sa conférence. Et effectivement, l'Europe a été civilisée par l'Afrique. Et petit à petit, donc, je vais dans les conférences, et tout ça m'a fait grandir, mes enfants aussi, puisque eux ont participé aux conférences. Et donc, en fait, avec les associations, on s'organise, on va sur le terrain, on discute comment on va faire, comment on peut faire. On se retrouve souvent moins de 10 sur le terrain, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut lancer le mot. Oui. Qu'est-ce que je ne t'ai pas demandé que tu souhaiterais dire aux gens qui vont regarder ton émission? Mais je dis que lorsque, par exemple, les monuments, la toponymie, l'autonymie, je crois qu'on dit, pas nous. Toponymie? Toponymie pour changer les noms, en fait, les noms. Ah oui, d'accord. Etc. Et bien, c'est ça qui fait l'histoire de tous les jours. J'ai appris que Plénac, qui est enterré dans la dernière conférence qu'on avait eue, au 6e étage à la mairie, très très intéressant, j'ai appris que Plénac est enterré dans la cathédrale. Plénac, il y a eu une révolte d'esclaves. Je ne comprends pas comment on peut... Gallieni qui a tué 45 000 Malgaches lors d'une insurrection. Enfin, bref, donc, il faudrait prendre chacun des noms. Tout ça est dans tous les jours devant nous. Lynch, le kit de Lynch, de diviser pour mieux régner. On a la pointe Lynch, il y avait l'école qui s'appelait l'école Lynch. Ouais, je ne sais pas s'ils ont changé. Donc il y a eu beaucoup de combats de Numatiniche, de l'Assopamar. L'Assopamar encore, on est en train de... Avec à Sainte-Marie, ils ont enlevé la rue de le chemin là dont ils veulent non, mais il y avait... non, c'était la rue du... Ah oui, pour rappeler la rue du Colomb. Ouais, ils ont modifié, ils ont mis la rue du Colomb, mais en 2017, on a un problème. On a un problème, sérieusement un problème. Pour rebaptiser et donner des noms de colons, donc tout ça est au quotidien. Il faut qu'on ait le pouvoir politique sur notre pays pour pouvoir décider de notre école. Mais ce sont les politiques qui mettent, sinon les Canville, ce sont eux-mêmes qui font. On parle des politiques intégrées, on va dire comme ça, mais il faut une alternative. Donc on a, avec le CNR, on a créé, le CNR c'est Comité national pour les réparations, on a créé la caravane du Pipiri. Et donc on a demandé à toutes les mairies, on a fait un courrier à toutes les mairies de toute la Martinique de changer, de modifier, de donner l'exemple et de modifier au moins dans chaque commune un nom, enlever une statue ou faire une stèle en hommage à nos ancêtres, mais qu'on retrouve notre histoire, notre vraie histoire. Pas celle qui imposée par le colon. Qui est conséquente à celle du colon. Du colon. Voilà. Mais bon, je suis toujours au combat, je rigole. En tout cas, bon courage et puis merci de nous avoir accordé cet entretien. De toute façon, nous suivrons l'actualité puisque la justice coloniale semble t'apprécier tout particulièrement. Elle t'a donné 4 rendez-vous, je crois. 3. Le 4e, je n'ai pas eu de convocation. Donc j'ai 3 convocations le 17 décembre, c'est-à-dire dans 2 semaines, c'est le lundi. Alors, un pour dégradation de biens publics, un truc comme ça. Le 2e, c'est refus de se soumettre au signalétique. Donc voilà. Et puis le 3e, c'est violence sur gendarme. Voilà, j'ai agressé un gendarme. Tu fais du karaté, ces gendarmes là, ils sont bien. Ah oui, et pourtant ils étaient armés, ils étaient une bonne dizaine, mais j'ai agressé l'un d'entre eux. Bon. En tout cas, merci encore d'être venu sur Gicombe TV. Et puis on doit avoir l'occasion de se retrouver. Et les enfants, par contre, mes enfants me disaient, mais maman, c'est vrai, mais tu as raison, mais laisse quelqu'un d'autre le faire.
C'est tous les militants entendent ce langage. Voilà, laisse quelqu'un le faire. Tous les militants entendent ce langage. Voilà, donc je leur ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais après, ils seront fiers de leurs parents. Mais ils sont fiers. Ils sont déjà fiers, mais après. Ils ont peur. Mais non, je comprends cette la peur. peur. Oui, on comprend. Je comprends cette peur-là. Mais ils savent aussi, ils trouvent que ce que je fais, c'est juste. Voilà. Je fais attention quand même dans l'enseignement parce que lorsqu'on est trop empris par le militantisme, on peut être tellement engagé qu'on s'enferme dans une Oui, doctrine, il faut rester dans une quand même idéologie. l'esprit critique. Voilà, donc je leur montre quand même Absolument. ce que disent les autres. Je suis allée avec eux dans une réunion à Tous Créole, c'était parce que à Tous Créole avec c'était une présentation de livre, j'ai oublié le nom du monsieur, mais ça m'avait tellement mis en rôle. Je vais quand même voir avec eux ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ceux qui ne sont pas dans mon idéologie. Comme ça, ils pourront faire la part des choses. Parce que lorsque on fait entrer les enfants dans une sorte de fanatisme, une seule et unique idéologie, après ils peuvent nous faire, voilà, ils peuvent nous faire regretter. C'est comme lorsqu'on montre. D'ailleurs, les jeunes en général, ils prennent le contre-pied de ce que leurs parents ont enseigné. Voilà. Alors si on a la sagesse de leur montrer tous les aspects. Voilà. Parce que par exemple, des familles qui vivent dans le monde chrétien, lorsque l'enfant connaît que ce monde-là, et puis il va dans le monde extérieur, il risque d'avoir de gros problèmes. Voilà. Donc oui, je montre aussi ce qu'il y a pour ne pas faire de mes enfants peut-être des personnes comme moi.